zone euro. Les pays de la zone euro donc, qui ont trouvé un accord, est-ce que ça veut dire que l'Europe est sauvée? À qui profite ce sauvetage? Eh bien, nous allons poser toutes ces questions à nos invités. Je vous les représente très rapidement si vous nous prenez en cours. Philippe Dessertine, qui est le directeur de l'Institut des hautes finances. Thomas Guénolé, qui enseigne la finance à Sciences Po. Et Sofiane Aboura, qui est maître de conférences en finance à Paris Dauphine. Un mot qui est très important ce soir, Sofiane Aboura, est-ce que la Grèce est en défaut de paiement, défaut partiel? Et si oui, ça veut dire quoi concrètement? Alors c'est effectivement une question centrale. Parce que c'est en ce moment la négociation, est-ce qu'on accepte que la Grèce soit en défaut partiel? C'est-à-dire que sur une partie de sa dette, on va renégocier soit l'échéance, soit le taux d'intérêt. Et comme on le fait dans un contexte de stress, de tension, eh bien, pour les agences de notation, pour les investisseurs, ça s'appelle un défaut partiel. Et un défaut partiel, ça serait un précédent important dans l'Union européenne. Donc il y a un enjeu, pas seulement économique, mais aussi politique. Et je pense qu'il y a une vraie possibilité de défaut partiel pour la Grèce. Philippe Dessertine. Oui, je crois que honnêtement, là, les situations, de façon objective, la Grèce est en défaut. Je veux dire, elle ne peut pas rembourser sa dette et on tourne, on va dire presque juridiquement autour de la question parce que on connaît ou on imagine les conséquences que cela peut avoir. Alors, l'un des points qui étaient fondamentaux, c'est que à partir du moment où elle est en défaut, la BCE, la Banque centrale européenne, ne pourrait plus racheter des obligations grecques qui seraient considérées comme des obligations pourries, donc des obligations qui n'auraient plus de valeur. Donc, la BCE ne peut pas le faire. La solution du fonds qui a été envisagée va permettre, comme on le disait tout à l'heure, de se substituer à la BCE, même si évidemment ça voudra dire que la BCE devra aussi considérer que les 50 milliards d'obligations grecques qui ont été achetées perdent énormément de leur valeur. Donc ça, c'est le premier élément. Mais le deuxième élément, c'est que si on est en défaut, eh bien ça voudra dire que les dérivés qu'on évoquait tout à l'heure, sont peut-être le terme de pari était un peu excessif, parce que c'est pas uniquement des paris, c'était normalement des produits d'assurance. À l'origine, oui. Voilà, à l'origine, c'est des produits d'assurance. Et là, il se trouve qu'on a sans doute beaucoup émis de produits d'assurance et que malheureusement, il s'est passé le sinistre. C'est-à-dire, vous voyez, on a eu beaucoup de compagnies qui ont assuré la maison et malheureusement, elles brûlent. Et donc, ça veut dire que toutes vont devoir payer. Et donc là, on est dans une situation qui est une situation inédite, qui ressemble beaucoup à celle qu'on avait connue avec Lehman Brothers. Lehman Brothers, cette faillite de la banque américaine qui a déclenché une onde de choc considérable sur l'économie mondiale, était précisément un des grands acteurs de ceux qui justement vendaient ces CDS, c'est-à-dire ces produits d'assurance contre le défaut de crédit. Donc la vraie question qui se pose ce soir et qui se posera dans les prochains jours, ça va être de savoir qu'est-ce qui se passe exactement si l'on considère qu'il y a un défaut ou en tout cas si on ne peut plus éviter de prononcer le terme dans la finance mondiale. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer exactement? Il faut s'attendre à quoi? Parce que vous avez l'air un peu... c'est un peu anxiogène ce que vous... Oui, un peu anxiogène, oui. Enfin, on va bien voir. Hein. Et c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles on tarde tant au communiqué final. Parce que c'était ce que disait, il faut le rappeler quand même, Jean-Claude Trichet a tellement insisté en disant attention au risque de défaut. C'est pas simplement par rapport à la BCE, c'est par rapport justement à cet effet domino que l'on peut redouter, en disant à partir du moment où on est en défaut, là, on ouvre la boîte de Pandore. Est-ce qu'on peut reposer la question ce soir? Est-ce qu'on est certain qu'il n'y aura pas maintenant d'effet domino? Non, absolument toujours pas. Il y a un risque de contagion. Il y a un risque de contagion, toujours. On répète par rapport à tout à l'heure, la solution, vous voyez, il ne faut pas considérer qu'il y a la fumée blanche qui est sortie de l'Union européenne et que ça y est, maintenant, on est dans la félicité totale. Non, on n'a pas la crise. C'est-à-dire, quand vous disiez les marchés se redressent, c'est-à-dire les marchés, ils craignaient le pire, là. Ils craignaient que tout s'effondre et qu'on parte vraiment dans une glissade abominable. Maintenant, ils savent que les Européens veulent absolument conserver le système, quel qu'en soit le coût. Mais là, le coût, on est en train d'en parler vraiment techniquement, en disant, oui, attention, quand on est en train de dire il va y avoir un coût, ça va être un coût très lourd à moyen terme, mais ça va être aussi un coût très lourd à court terme. Thomas Guénolé, vous voulez peut-être rebondir? Oui, pour rebondir là-dessus, il y a plusieurs risques qu'on peut prévoir par rapport au défaut. Le premier, c'est l'effet domino, mais pour être précis, l'effet domino des défauts. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la Grèce fait défaut, combien de temps s'écoule-t-il avant que l'Espagne se dise quel est le suivant? Pourquoi pas moi? Puis le Portugal. Le deuxième risque, c'est souvenez-vous que la crise financière a commencé avec les subprimes, qui, comme ils étaient disséminés dans le système financier, ont été autant de grenades dégoupillées qui ont explosé les unes après les autres, et il y a eu une réaction en chaîne et le cataclysme financier qu'on connaît. Vous remplacez les subprimes par les obligations d'État qui disparaissent en fumée puisque vous avez un défaut,
Et vous avez exactement la redite de L'effet ce de levier n'est système-là. pas le même. Les subprimes, c'est des L'effet- produits dérivés, là, c'est des produits simples. Je parle du mécanisme, je ne parle pas, bien sûr. Voilà. Et donc, vous avez une redite de crise financière dans un contexte qui est déjà sinistré. Et puis, vous avez un risque à la fois économique et politique, qui est que quand vous faites un défaut de paiement, on ne vous prête pas de l'argent le lendemain, alors que vous en avez besoin. Et donc, comme vous ne pouvez plus faire les mêmes dépenses, vous devez faire des compressions. Et les plans d'austérité qu'on a actuellement ne sont rien à côté des plans d'austérité nécessaires à un pays en défaut. Or, je vous signale que dans l'état de pauvreté actuel au niveau européen, vous avez 3 Grecs sur 10 qui sont pauvres, vous avez 7 Polonais sur 10 qui sont pauvres, vous avez quelque chose comme 1 Européen sur 5 qui vit avec moins de 720 € par mois. Et donc, il faut mesurer les conséquences sociales, mais aussi politiques, parce que ces gens ont le droit de vote. En termes, je me demande ce que donneront les prochaines élections dans les pays où il y a des votes extrêmes essentiellement. Je crois que vraiment, et par rapport à tout cela, vous voyez, c'est pas la question d'être pessimiste ou anxiogène par rapport à la situation. Je crois que vraiment, on est dans une situation très grave. Le fait qu'on continue d'explorer des solutions signifie pas donc que tout d'un coup tout va bien. Ça c'est clair. En revanche, on a compris ce soir en vous entendant que c'est vraiment. En revanche, je crois qu'il est vraiment très important par rapport à ce qu'on est en train de dire, c'est que oui, il va y avoir des périodes difficiles et probablement que la meilleure façon d'y faire face, c'est justement le sentiment que doivent avoir toutes les populations européennes, y compris la population française, que ce n'est pas une seule partie qui paye pour les autres. C'est-à-dire qu'il va y avoir un besoin de solidarité financier, mais on va avoir un besoin de solidarité aussi dans le mode de fonctionnement. C'est pas possible de demander à des Grecs ou à des Italiens ou à des Portugais de se serrer la ceinture de manière drastique et nous à côté de dire nous vous comprenez on a aussi beaucoup de déficits mais nous on arrive à survivre quand même. Ça n'est pas possible, l'Europe va devoir démontrer qu'elle est solidaire. Et là évidemment, il faudra aussi savoir comment faire pour que par exemple les banques, par exemple les entreprises, par exemple tous les acteurs économiques contribuent de la même manière au fait que l'on garde notre système. Il est évident que là, ça ne peut pas être simplement que les citoyens et les particuliers. Donc c'est vraiment une énorme question qui est devant nous, mais c'est une question qui doit être considérée comme exaltante, parce que ça, c'est probablement l'effort que devait faire l'Europe pour aller vraiment vers quelque chose qui fonctionne de manière durable. Mais donc la crise nous amène à nous poser ces questions, va nous amener probablement à aller beaucoup plus loin qu'on ne le pensait. Il va falloir le gérer d'un point de vue politique dans chacun des pays, mais là, on peut vraiment espérer que si on y parvient, on arrivera vraiment à quelque chose qui sera intéressant pour la suite. Question exaltante, dit Philippe Dessertine. Sofiane Amoura, est-ce qu'en France, on risque un plan d'austérité? Ça va être peut-être un peu moins exaltant. Comme on peut en voir la en réponse Italie. est oui. La réponse est oui. Il y a une discipline voilà, budgétaire parce que l'objectif est de ramener à 3% du PIB le déficit d'ici 2013. Je ne sais pas si on l'atteindra d'ici 2013, mais en tout cas d'ici 2015. Donc il faut attendre dans toute l'Europe, d'ici 2015, des plans d'austérité un petit peu partout. Et le Parti socialiste, d'ailleurs, s'est rangé à cette idée aussi de manière très claire. Donc ce qui veut dire qu'aux élections présidentielles prochaines, la vraie question sera de savoir comment on gère l'austérité, mais pas si l'austérité a lieu. On va retrouver Stéphanie Antoine qui est toujours avec nous en direct de Bruxelles. Stéphanie, est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu également un message politique à Bruxelles? Parce qu'il y a la réponse à cette crise grecque, une réponse financière, Absolument. technique, mais j'imagine qu'il y a aussi un message politique. C'est ce message de solidarité dont parlait Sofiane Amoura, Philippe Dessertine. Oui, c'est ce message de solidarité. En fait, c'est vrai que ça avait plutôt bien commencé puisque Angela Merkel et Nicolas Sarkozy avaient trouvé un accord hier soir après 7 heures de discussion et que Jean-Claude Trichet était aussi allé à Berlin. Donc on s'est dit qu'il y avait un accord non seulement franco-allemand, mais probablement avec l'aval de Jean-Claude Trichet. Donc c'est vrai qu'on peut dire que cette journée avait commencé sous de bons augures parce qu'on se disait qu'un accord franco-allemand avait été trouvé. Et comme vous le savez, Vanessa, eh bien, le couple franco-allemand, ça reste tout de même le moteur de l'Europe et ça faisait des semaines qu'on ne retrouvait plus justement d'accord entre la France et l'Allemagne. Donc c'était un signal positif, un signal vers plus de solidarité. Et c'est vrai que tout ce qu'on entend ici depuis plusieurs heures, c'est que ça c'est la solidarité qui l'emporterait, en tout cas dans le message politique qui est donné ici, avec justement à la fois plus d'efforts de la part des pays européens pour sauver la Grèce, mais également donc ce mécanisme de fonds européens renforcé pour justement montrer qu'il y a une sorte de fonds européen et on se dirigerait vers peut-être plus de fédéralisme, plus en tout cas d'intégration européenne. Peut-être que ça serait le précurseur vers une institution qui pourrait émettre peut-être des obligations européennes. En tout cas, c'est le type de message auquel on s'attend ici.
Thomas avec évidemment le bémol pour le moment de la participation des créanciers privés. Hein. Oui, Thomas Guénolé, donc plus de fédéralisme, c'est le message politique. Est-ce qu'ils en veulent tous, ces Européens, de plus de fédéralisme, notamment l'Allemagne? Est-ce que l'Allemagne est prête à plus de fédéralisme? Vous parlez des gouvernements? Je parle des gouvernements, là. Des gouvernements. Alors, pas nécessairement, parce que si vous voulez, on a fait un marché unique. On a fait une Europe économique, mais on n'a fait ni l'Europe sociale, ni l'Europe fiscale, ni l'Europe politique. Et donc, dans cette situation-là, chaque pays est tenté de tirer son épingle du jeu dans la concurrence en ayant une forme de dumping, c'est-à-dire faire quelque chose de beaucoup plus attractif pour les investisseurs et les entreprises que les autres, et donc jouer au détriment de tous les autres. Vous avez l'Allemagne qui a fait ça, par exemple. Concrètement, ils ont réduit leur charge, ils ont comprimé leur salaire. Ils n'ont pas de salaire minimum en Allemagne. Ils ont comprimé leur salaire et ils ont baissé leur charge sociale. En compensant la baisse des charges sociales par l'augmentation de la TVA, ce qui revient à faire cofinancer votre protection sociale par les importateurs, qui sont d'abord des importateurs européens. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, Allemagne passager clandestin, c'est par rapport à ça. Vous avez le dumping fiscal de l'Irlande, vous avez le dumping monétaire du Royaume-Uni, etc., etc. Il n'y a pas de jeu collectif européen. Il y a une politique de chacun pour soi. De chacun pour soi, mais donc, au détriment des autres. Quand on parle de fédéralisme à Bruxelles, c'est un plan, c'est de la communication et dans le fond, ça ne sera pas suivi. Si vous avez une monnaie unique, il vous faut une politique monétaire unique. Vous avez une crise de la dette aux États-Unis, la même, on y assiste. Hein. Le plafond a été relevé 10 fois de la décennie, mais là, comme il y a une cohabitation, effectivement, la tension est plus forte. Mais vous n'avez pas un déchaînement contre le dollar. Vous en avez un contre l'euro. Et l'explication, c'est que tout simplement, les marchés jugent les distorsions entre les États européens, c'est-à-dire que dès qu'ils voient une absence de consensus, eh bien, l'euro est attaqué et l'augmentation de l'effet de contagion. D'où l'importance de la réunion ce soir, qui est vraiment centrale par rapport à ça. Mais s'il y a monnaie unique, il faut qu'il y ait du fédéralisme, les deux vont ensemble. Non, je crois vraiment que ce à quoi on assiste, et on peut dire c'est très bien, et là la vraie question ensuite ce sera si les populations avalisent ce qui est en train de se produire, mais c'est vraiment une progression de l'idée européenne. Progression effectivement sous la contrainte et sous des conditions de crise, mais c'est une vraie progression avec simplement un certain nombre de questions qui se posent effectivement sur la manière dont tout cela sera envisagé par la suite. Mais ce qui est vrai, vous voyez, quand on parle aujourd'hui de solidarité, c'est-à-dire qu'on se rend compte, que l'on veut conserver l'euro parce que il faut revenir aussi là-dessus. L'euro nous a protégés pendant la première partie de la crise. Alors justement, en allant dans votre sens, cette remarque d'un internaute, d'un Italien qui dit « l'euro mérite d'être sauvé ». Oui. Vous êtes d'accord avec ça? Mais bien sûr, je crois que vraiment, d'abord, il y a la première chose qu'on a évoquée à plusieurs reprises, l'euro n'est en rien à l'origine de la crise. C'est pas l'euro qui a créé la crise, c'est la finance, et en particulier la finance américaine qui a créé la crise. L'euro, dans une première partie, nous a très fortement protégés. On a vu d'ailleurs des pays qui n'étaient pas dans la zone euro, qui se sont trouvés notamment, qui ont été très très exposés, et voire même un certain nombre qui réfléchissaient en disant il faut qu'on rentre dans l'euro très vite parce que cette grande monnaie semble protectrice. La seule chose dont on s'est rendu compte après, c'est que nous n'avons pas joué la règle du jeu dans l'euro. C'est-à-dire l'euro a été considéré comme une sorte de parapluie qui a permis de faire pour chacun des États, y compris la France, beaucoup d'entorses aux principes qui avaient été énoncés au départ. Alors la Grèce, évidemment, en a fait beaucoup, on les évoque énormément. L'Irlande en a fait également, on vient d'en parler sur l'aspect fiscal. Mais la France est loin d'être le pays qui pourrait donner des leçons à tous les autres. Tout loin, très loin de là. On a fait, nous aussi, des entorses, notamment, par exemple, au déficit public qui, normalement, devait être à 3%. Avant la crise, on l'avait déjà laissé filer. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que le parapluie, certes, il est extrêmement intéressant. Certes, c'est quelque chose qu'il faut absolument préserver. Simplement, il a un prix, il a une exigence. Nous devons réapprendre en quelque sorte à gérer sous contrainte monétaire ce que l'euro avait permis pratiquement d'oublier. On se permettait d'avoir du déficit, on se permettait d'avoir un déficit de la balance commerciale, qui est des choses par exemple qui autrefois étaient très très compliquées à avoir en même temps et que les ministres des Finances essayaient toujours de corriger. Depuis des années, on pouvait considérer que tout ça finalement était, on va dire, indolore dans la mesure où l'euro nous protégeait. On se rend compte que toutes ces erreurs accumulées, et répétons-le, ce ne sont pas des erreurs totalement involontaires, ça a arrangé tout le monde d'avoir un fonctionnement un peu laxiste, ça a arrangé les Grecs comme ça a arrangé les Français, on se rend compte que ça, il va falloir le corriger. Alors ça tombe mal, évidemment, c'est en période de crise, ça veut dire que d'abord, on doit remettre les compteurs à zéro et que ça coûte cher à tout le monde. Mais au fond, on peut dire qu'on est quand même dans une progression de l'idée européenne et dans une progression de ce qui nous reste à faire et qu'on ne pourra pas laisser sur le chemin parce que, finalement, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Parce que finalement,
abandonner l'euro, c'était aussi abandonner d'une certaine manière la construction européenne et tout ce qui avait été fait ces dernières années. Je crois vraiment. Enfin, vous voyez, personnellement, moi, j'hésite pas effectivement à radicaliser le discours parce que je crois qu'il faut arrêter de considérer qu'il ne faut pas faire peur aux gens. Abandonner l'euro, ce serait vraiment rentrer dans une crise d'une violence absolument inouïe. Je le dis moi sincèrement, je pense que, vous voyez, si l'euro explosait, on est sur le chemin de quelque chose qui peut s'apparenter à ce qui s'est passé dans les années 30 et qui s'est fini par une guerre mondiale. C'est-à-dire, c'est anxiogène là. Mais je crois que, vous voyez, quand on dit qu'il faut abandonner l'euro, il faut éjecter des pays, etc., il faut arrêter de parler de choses qui semblent comme ça techniques, en disant, ah bah oui, bah la Grèce va pouvoir exporter davantage. Si vous êtes en crise générale, il n'y a plus aucun pays qui exporte. C'est pas un seul qui va pouvoir, on va dire, ah bah oui, regardez l'Irlande, regardez ce qu'a fait l'Argentine ou le Mexique autrefois, mais c'est pas dans le cadre d'une crise mondiale absolument terrible, où nous avons les États-Unis, comme on disait tout à l'heure, qui sont exactement confrontés à la même chose, où le dollar serait attaqué de manière absolument démentielle, immédiatement si l'euro craquait. Donc, nous ne voulons pas ça. Et je crois que les Européens doivent dire aujourd'hui, nous ne voulons pas ça, et nous comprenons évidemment que ça va avoir un prix. Et ce prix sera peut-être aussi, comme on le disait tout à l'heure, s'obliger demain à avoir plus de responsabilités. Ce sera pas forcément drôle, mais ce sera pas forcément dramatique. Une dernière question, parce qu'on arrive bientôt au terme de ce débat. Sofiane Amoura, est-ce que Nicolas Sarkozy a bien joué son rôle dans cette crise? On l'a vu aller à Berlin hier, rencontrer d'urgence la chancelière allemande. Il est arrivé une fois encore, il faut le dire, on ne sait pas comment il fait, mais en tout cas il est arrivé une fois encore à la convaincre, Angela Merkel. Il a bien joué dans cette crise? Oui, je pense qu'il a joué un rôle de leadership, puisque les Allemands étaient réticents à augmenter le fédéralisme. Et il est arrivé à les convaincre en apportant un plan qui, vraisemblablement, en plus du Fonds européen de stabilité financière de 2000 milliards d'euros, apportait l'idée qu'il y ait la possibilité d'une implication du secteur privé. Bref, aligner les points de vue, aligner les intérêts, toujours dans le même sens. Donc je pense que c'est une vraie réussite. Vous êtes d'accord, Thomas Guénolé, une vraie réussite? Oui. Donc, compte tenu du point de départ et de la situation qu'on avait ces derniers jours, c'est une vraie réussite. Et puis Nicolas Sarkozy nous a habitués à être un bon leader en temps de crise. En revanche, par rapport à ce que j'abonde dans votre sens, on est encore très loin de l'Europe fédérale dont on a besoin, pas forcément parce qu'on est un europhile BA, ce qui n'est pas mon cas, je ne suis pas particulièrement attaché émotionnellement à la construction européenne, c'est juste le principe de réalité nous impose l'Europe économique, et j'ajouterais sociale, parce que pour que nous ayons le soutien des populations dans la construction européenne, nous avons besoin d'une Europe sociale aussi, et puis également pour soutenir la consommation intérieure. Donc ça suppose des choses beaucoup plus radicales. On parle d'un budget commun européen qui soit d'au moins 15% du PIB et pas 1% comme actuellement. On parle d'un président élu sur le modèle américain. On parle d'un État fédéral. On parle d'un salaire minimum européen. On parle d'une recherche et développement qui soit au niveau généralisé. On parle d'un socle de protection sociale commune. Le chantier est immense et urgent. On va mettre quand même quelques années. Philippe Dessertine, sur le rôle de Nicolas Sarkozy. Juste, je crois, là, du point de vue français, on peut dire en effet, du point de vue personnel, Nicolas Sarkozy a incontestablement joué un rôle majeur. Cela étant, en tant que Français, on doit être bien conscient que ce n'est pas la France qui est leader dans l'Europe aujourd'hui, c'est l'Allemagne. C'est l'économie allemande qui est leader. C'est l'économie allemande qui est le payeur en dernier ressort. Mais politiquement, on peut dire que c'est l'Allemagne et la France quand même. Alors voilà, je vous dis, il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire le fait qu'on ait eu, du point de vue de la personne, Nicolas Sarkozy, qui ait joué un rôle incontestable dans cette crise, comme il a joué dans la crise de l'année dernière au mois de mai, comme il avait joué au moment de la crise de Lehman Brothers, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais cela étant, la France doit bien comprendre que pour jouer son vrai rôle de leader et le vrai rôle politique durable dans une situation durable, eh bien il faudra que la France ait une situation qui soit meilleure et qui lui permette réellement d'épauler l'Allemagne en tant que payeur en dernier ressort. Aujourd'hui, l'Allemagne est seule leader parce que la France est trop endettée ou a un déficit public trop lourd. Ce qui veut dire peut-être un plan d'austérité, peut-être que ça sera à notre tour français de nous serrer la ceinture. Finalement, les Allemands l'ont également fait. Merci à tous les trois d'être venus sur le plateau de France 24. Merci également à Stéphanie Antoine, qui est notre envoyée spéciale à Bruxelles. Restez avec nous à suivre sur notre antenne donc la conférence de presse de Nicolas Sarkozy, une conférence de presse que l'on attend maintenant depuis un peu plus d'1h30. Donc les choses ont l'air peut-être un peu compliquées à Bruxelles. On aura l'occasion d'en reparler tout au long de la soirée. Merci donc de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain 19h10 heure de Paris pour un nouveau débat. Très belle soirée.